Une mer saine, propre et productive, un bon fonctionnement des écosystèmes marins et un usage durable des biens et services associés, voilà les enjeux partagés de la protection et de la préservation des écosystèmes marins. Mais aujourd'hui, de nombreuses incertitudes planent sur le maintien des grands équilibres écologiques du milieu, ainsi que sur les conditions, voire la pérennité, de l'approvisionnement de la société en ressources énergétiques, minérales et biologiques. Cette prise de conscience exige un nouvel effort dans la recherche de solutions pour le maintien de ces équilibres et une exploitation durable des ressources marines. Pour répondre à ce défi, l'Europe a adopté le 17 juin 2008 la directive cadre Stratégie pour le milieu marin. Cette directive, mise en œuvre dans la zone économique exclusive métropolitaine, concerne 4 sous-régions marines françaises: la Manche et le sud de la mer du Nord, les mers Celtiques, le golfe de Gascogne et la Méditerranée occidentale. Cette nouvelle directive privilégie une approche écosystémique. Il s'agit non plus de traiter les activités humaines d'une manière sectorielle, mais de mettre en place une évaluation globale des pressions et impacts qu'elles génèrent sur les écosystèmes. Elle permet également une analyse économique et sociale du milieu marin. Ce texte fixe un cadre pour les États membres afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir le bon état écologique du milieu marin à l'horizon 2020, et ce, en étroite association avec tous les acteurs du monde marin. Ce bon état écologique est basé sur 11 descripteurs qualitatifs. Voyons à présent comment la communauté scientifique française analyse et précise cette notion de bon état écologique. À quoi correspond le bon état écologique et est-ce un état de référence ? Dans la directive cadre stratégique du milieu marin, le bon état écologique est défini sur la base de 11 descripteurs. L'ANSES a été donc désigné chef de file pour le descripteur 9 qui lui s'intéresse à la contamination de différentes substances chimiques dans les produits de la pêche, notamment les poissons, les mollusques et les crustacés. Le bon état écologique est défini sur le non-dépassement des seuils réglementaires donc de ces substances chimiques dans ces denrées. Le bon état écologique est basé sur des seuils réglementaires qui visent à protéger le consommateur. Donc sa santé est garantie si ces seuils réglementaires ne sont pas dépassés. Donc de ce fait, on peut considérer que le bon état écologique est un état de référence. Alors en fait, le bon état écologique, ça a comme objectif de restituer ou de reconstituer ou de maintenir un écosystème sain de manière à assurer une production maximale des écosystèmes pour une exploitation durable. Pour les espèces non indigènes, le bon état écologique, c'est plus une tendance qu'une référence. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il y ait, donc dans le futur, donc pour 2020, moins de surfaces, qu'on n'ait pas une augmentation des surfaces colonisées par les espèces non indigènes et qu'on n'ait également pas une augmentation des densités, biomasse et des impacts de ces espèces sur les écosystèmes. Le bon état écologique pour les réseaux trophiques, c'est-à-dire les réseaux alimentaires, ça correspond à un état dans lequel les composantes d'un écosystème sont présentes en diversité et en abondance suffisante pour garantir la pérennité et la stabilité du système. Il ne correspond pas à un état de référence puisque en fait, les activités humaines impactent les écosystèmes depuis longtemps et bien avant que ces écosystèmes aient été décrits. Donc on ne connaît pas cet état de référence, puisque les systèmes évoluent en fonction notamment des changements climatiques, de l'acidification des océans. Et donc il faut reconsidérer régulièrement, réévaluer, redéfinir ce bon état écologique et ces états de référence. L'océan n'est pas le monde du silence, l'océan est bruyant, donc on y trouve un peu toutes sortes de sons, donc des sons naturels qui vont être générés par les organismes marins, par les vagues, par les craquements d'iceberg, par les mouvements des plaques, etc. Et les sons dits anthropiques qui vont être générés
par les activités humaines, donc l'utilisation d'équipements ou d'engins sonores et le trafic maritime principalement. Dans cet environnement sonore, il y a des espèces qui vont, elles, utiliser le son pour se repérer, pour chasser leur proie, pour communiquer entre elles, et donc elles vont être très sensibles à cet environnement sonore. Donc le bon état écologique, on va le définir pour garantir que les perturbations sonores que l'homme, ou l'énergie sonore que l'homme va introduire dans le milieu, ne nuit pas aux espèces qui vont utiliser les communications acoustiques. Alors c'est un état de référence, par construction, puisqu'on va s'y référer pour mettre en place tout un programme de mesures, d'observation, etc. Mais c'est un état de référence qui évoluera dans le temps en fonction de l'avancée des connaissances. Quels sont les critères et indicateurs retenus pour atteindre le bon état écologique du milieu marin? Alors en fait, il y a deux grands critères qui sont des critères assez communs lorsqu'on veut gérer ou évaluer des ressources halieutiques. C'est la biomasse, c'est-à-dire la quantité de poissons dans la mer, et puis la pression de pêche, qu'on appelle nous la mortalité par pêche, qui est en fait l'effort ou ce que représentent les pêcheurs, quel impact qu'ils ont sur la ressource. Et donc l'objectif, c'est bien d'ajuster cette mortalité par pêche, cette pression de pêche, aux potentialités de renouvellement du stock, de façon à assurer une exploitation durable, c'est-à-dire dans des conditions de durée, tout en tenant compte de la variabilité environnementale. Donc il y a plusieurs critères qui sont les aires de répartition, les abondances, les biomasses, les étendues d'habitat et la biodiversité en général. Donc il y a plusieurs niveaux biologiques. On parle de population d'espèces, donc plutôt d'espèces mobiles dans l'approche qu'on a fait, c'est-à-dire les dauphins, les oiseaux, tortues, etc. Après il y a les habitats, donc c'est les fonds marins ou, petite nouveauté, c'est les habitats pélagiques qu'on appelle ça, c'est la colonne d'eau, et les communautés biologiques associées. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux biologiques, jusqu'au final qui est l'écosystème, qui est le fonctionnement de tous ces maillons de l'écosystème les uns avec les autres. Les 2 critères et 3 indicateurs ont été retenus pour le descripteur 8. Le premier critère et son indicateur concernent ou se réfèrent aux concentrations, au niveau de concentration des contaminants déterminés dans différentes matrices du milieu marin. Le deuxième critère et ces 2 indicateurs se réfèrent au niveau des effets de pollution marine, et déterminés cette fois-ci dans différents composants des écosystèmes, et en prenant également en compte, pour le deuxième indicateur, les cas particuliers des pollutions accidentelles. C'est un travail en cours, on ne sait pas exactement, on n'a pas la réponse à toutes ces questions, mais ce qu'on va faire, on va regarder les pressions, donc certains nombres de pressions qui ont une action physique, des pressions physiques sur le milieu, qui peuvent être l'extraction de matériaux, tout ce qui est dragage, immersion de matériaux dragués en mer, la pêche aux arts traînants qui couvre des surfaces assez importantes. Et donc le but, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu quelle est la présence de la pression, de l'activité, essayer de la mesurer, de la quantifier en surface et en intensité, et de voir ce que ces pressions induisent sur le milieu biologique. Et donc, quand on arrivera à voir un peu mieux ce lien, on pourra dire, eh ben, cette pression-là, elle est trop forte pour ce milieu, pour cet habitat, donc il faut faire quelque chose. Si on veut un bon état, si on veut maintenir ce milieu, eh ben, il faut peut-être soit changer la fréquence, soit le faire ailleurs. Mais pour l'instant, on est vraiment en train de réfléchir à ça et on n'a pas j'ai pas de réponse précise et fixe au jour d'aujourd'hui. Pour atteindre ce bon état écologique, on a retenu 2 grands critères. Le premier critère concerne l'énergie sonore qui est de courte durée, ce qu'on appelle les sons impulsifs, qu'on introduit dans le milieu. Et le deuxième critère concerne le son continu, donc notamment tout ce qui est lié au trafic maritime, donc la composante un peu continue de notre activité. Donc ces 2 critères seront évalués par des indicateurs. Donc dans un premier temps, on va recenser toutes les activités sonores susceptibles de perturber la faune. Et le deuxième indicateur sera une analyse des tendances du bruit ambiant sous-marin, c'est-à-dire le bruit généré par le trafic maritime principalement. Les critères et indicateurs sont-ils applicables à chaque sous-région marine? Sur le principe, oui.
C'est-à-dire que ce soit les déchets en mer, sur les plages, les microplastiques ou bien les déchets ingérés, on peut les utiliser sur l'ensemble des sous-régions marines, du littoral français. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que les modalités d'application sont différentes. Pour les déchets flottants, par exemple, il existe des sites prioritaires dans lesquels il faut absolument surveiller et suivre l'état d'environnement, notamment au Pays Basque, par exemple, ou bien dans le Sud-Est, en raison de la fréquentation et des quantités de déchets qui arrivent par la mer. Et puis, il peut y avoir des différences sur les espèces cibles. Par exemple, on mesure les déchets ingérés par les fulmars des oiseaux, si vous voulez, dans la sous-région marine Manche-Mer du Nord. Par contre, ces espèces n'existent pas dans la partie sud, en Méditerranée occidentale notamment. Et donc, dans ce cas-là, on utilise les tortues. Pour les autres régions, comme le golfe de Gascogne, on utilise également les tortues. Donc, sur le principe, si vous voulez, c'est applicable partout, mais les modalités sont différentes, quoi. Et donc ces critères s'appliquent pour toutes les sous-régions marines. On a plusieurs niveaux de définition du bon état écologique, donc des définitions générales qui sont valables aussi bien pour les sous-régions marines françaises, mais aussi avec les autres pays. Il y a un besoin de s'accorder aussi avec les autres pays. En fait, elles sont déclinées au niveau des sous-régions à travers des listes d'espèces ou d'habitats qui serviront aussi à des mesures et des suivis qui serviront à calculer des indicateurs, dont certains restent à développer, mais voilà, c'est des spécificités au niveau de certaines espèces ou habitats selon les sous-régions, mais les critères et la définition du bon état est générale à l'ensemble des sous-régions marines. Le schéma proposé par Ifremer s'impose à toutes les sous-régions marines françaises. C'est un schéma évolutif avec une cyclicité de 6 ans. En l'état, globalement, dans la mesure où ces indicateurs sont déjà issus de travaux de la directive cadre sur l'eau ou de la convention des mers régionales OSPAR, un certain nombre sont applicables, on va dire, à l'échelle Manche-Atlantique. On va avoir certaines spécificités sur la Méditerranée, dans la mesure où, de toute façon, les systèmes marins sont très différents du point de vue de leur fonctionnement. Alors oui, ces critères et indicateurs seront applicables à toutes les sous-régions marines. Il y aura sûrement des spécificités pour certaines sous-régions où on sait qu'il y a beaucoup plus de trafic maritime que sur certaines autres sous-régions. Donc voilà, ce sera peut-être des adaptations sur mettre l'accent sur certains vecteurs dans une sous-région, mais sinon voilà, ces grands axes vecteurs, abondance, répartition et impact, ce sera des axes qui seront traités dans les 4 sous-régions marines. Les connaissances actuelles sont-elles suffisantes pour définir le bon état écologique du milieu marin? Alors les connaissances actuelles permettent d'établir un premier bilan sur le bon état écologique. Cependant, le manque de données ne permet pas aujourd'hui de donner une définition précise du bon état écologique. Ce travail aussi nous a permis d'identifier des besoins pour la directive cadre stratégique du milieu marin, notamment pour le descripteur 9. Par exemple, de prendre en compte d'autres contaminants tels que les contaminants microbiologiques, d'avoir des relations d'échange avec d'autres descripteurs, notamment le descripteur 8, qui traite aussi sur les contaminants chimiques. Et puis aussi s'ouvrir aussi sur l'international dans ce descripteur-là. Donc je pense qu'on a des bases scientifiques et techniques qui permettent, si vous voulez, de mettre en place une surveillance. Il y a encore des questions qui n'ont pas de réponse. On a par exemple des zones en profondeur qui ne sont pas connues dans lesquelles les déchets pourraient s'accumuler. On a également les taux de dégradation, les taux d'ingestion des microplastiques par certaines espèces, notamment les invertébrés ou les poissons, qui pourraient même d'ailleurs être utilisés comme paramètres de surveillance. Ça, je pense que ce sont des étapes à venir. Par contre, on a quand même, si vous voulez, suffisamment d'informations pour démarrer quelque chose de tout à fait consistant en termes de surveillance de l'environnement. Il y a des évolutions des connaissances, des évolutions des technologies qui nous permettent maintenant de nous poser de nouvelles questions et donc de remettre justement en perspective des choses qui nous semblaient évidentes, mais en creusant, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Mais maintenant, je pense qu'on a un certain nombre de moyens pour avancer, pour construire de nouvelles choses. Sinon, ce qui se passe en l'état actuel des connaissances pour l'eutrophisation, par rapport aux besoins de la DCSMM où nous devons aller de plus en plus vers le large, il est clair qu'il y a un manque de connaissances sur la partie beaucoup plus large. Et c'est là où justement les nouveaux outils, alors nouveau tout est relatif, mais je pense aux images satellites, à la modélisation,
à des mesures systématiques via des navires d'opportunité. Tout ça va nous permettre d'étendre nos investigations vers le large. Nous, ce qui nous intéresse, donc, on a une pression physique humaine, on a une activité humaine qui va provoquer des pressions, qui va avoir un impact sur la biologie. Et bien, ce lien entre l'intensité de la pression et l'impact sur la biologie, il est très mal connu. C'est très difficilement quantifiable précisément. Et donc, c'est clair qu'il faut de la recherche, il faut développer nos connaissances sur le lien pression-impact, que ce soit impact physique ou impact sur la biologie. On sait des choses de façon générique, mais on ne sait pas exactement. Quantifier les choses, c'est très difficile. Alors pour la première fois dans l'histoire des directives, la DCSMM adopte une approche que l'on appelle écosystémique. C'est-à-dire qu'il ne considère pas toutes les composantes des écosystèmes ou des réseaux trophiques de manière isolée, mais qui considère un ensemble, c'est-à-dire le fonctionnement dans son ensemble. Donc par cette approche, l'évaluation du bon état écologique est beaucoup plus réaliste, mais beaucoup plus difficile. Donc, en l'état actuel, les connaissances sont incomplètes, sont trop incomplètes pour pouvoir respecter cette approche pour les réseaux trophiques. Donc, en même temps, la DCSMM reste une occasion unique de revisiter, donc d'améliorer notre connaissance sur la biodiversité, sur les écosystèmes, et ainsi arriver à mieux les gérer tout simplement. Cette directive est donc appelée à exercer une influence considérable sur la connaissance, la surveillance et la gouvernance des activités marines et des écosystèmes au cours des 20 prochaines années. Il s'agit d'un nouveau défi qui offre l'occasion de mettre en commun de manière très transversale nos savoir-faire, d'accroître nos connaissances sur les écosystèmes marins et de valoriser collectivement nos données. Le bon état écologique est un objectif final à atteindre. Il doit être à la fois ambitieux, réaliste et partagé par l'ensemble des acteurs du milieu marin. Cette directive est le premier texte qui promeut, à l'échelle des mers européennes, un processus de gestion intégré aussi complet et l'intégration des préoccupations environnementales au sein de toutes les politiques concernées. Cette directive constitue donc le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l'Union européenne.